On aurait presque peur d'y entrer. Et c'est normal de se demander qu'y a-t-il tout au bout, tout au fond, là où c'est noir. C'est un monde à part, c'est un monde extraordinaire. C'est vraiment tombé dans comme Alice au pays des merveilles. Moi, je me retrouve Ashmi au pays des merveilles. Quelques douches de lumière qui rassurent, des points de repère. Et puis, il y a ces cris. Des hirondelles. Elles gardent l'énorme gueule d'entrée de l'une des caves les plus spectaculaires de l'île. Twilight, c'est son nom, l'un des trésors du Gruyère qui est la plaine des Roches dans le nord-est de Maurice. Et si nous vous invitons à y entrer, c'est pour découvrir ce qui, depuis la nuit des temps indien-océaniques, s'y niche. Cette espèce de chauve-souris, c'est le petit molosse. Les scientifiques la nomment Mormopterus acetabulosus. Rassurez-vous, elle est inoffensive, de petite taille, et elle aide à réguler la population de moustiques, termites, cancrelats et autres papillons de nuit de l'île. Cette chauve-souris insectivore est endémique. Et ce que vous ne savez pas, c'est que son habitat est menacé. Cette espèce est en danger. Pour en savoir plus, nous avons suivi une doctorante, Ashmi Bunsi, et son équipe dévouée à sa cause. Ashmi Bunsi a signé un premier document scientifique dans Journal for Nature Conservation. Ce que vous allez voir illustre ses recherches. Nous avons attrapé des spécimens à Palma, exploré les boyaux de cantorelle, marché dans les entrailles de cascavelle et compté la population de Twilight. Ça sent très bon le shampoing aussi. Des fois, la personne se bouche avec. Au nom de la science, pour la barre de recherche, nous avons marché 20 000 pas sous nos terres. C'est dans une zone résidentielle de Palma que nous commençons notre exploration. Dans l'une des 142 caves de Maurice. Ashmi Bunsi les a pratiquement toutes explorées pour les besoins de sa thèse. Depuis 2018, elle entreprend, avec les moyens du bord, de sensibiliser sur le sort de petites créatures dont on ne sait pas grand-chose. Cet après-midi, des étudiants étrangers vont l'aider à prendre des mesures. Une araignée qu'on croise dans une grotte, cette araignée, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, elle fait partie de l'écosystème. Hein. C'est un des prédateurs qui existe dans la chaîne alimentaire qui se trouve dans les grottes. Et c'est un animal que très souvent je rencontre dans les grottes. La plupart des grottes de lave se trouvent dans les zones urbaines. Mais moi, vraiment, quand je suis venue là, je me suis dit, ah, mais c'est un trou noir, c'est tout mouillé et tout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et j'étais émerveillée de savoir que ça grouille de vie. Et il y a beaucoup d'invertébrés dans les grottes. Il y a des oiseaux comme l'hirondelle et aussi il y a la chauve-souris insectivore. C'est vraiment tombé dans comme Alice au pays des merveilles. Moi, je me retrouve Ashmi au pays des merveilles. Comment on fait pour choisir son chemin et déterminer les années qui vont venir? Parce que ce genre de recherche, ça prend du temps. Alors oui, c'est vrai, pour choisir la thématique de ma thèse, franchement, elle est challenging en elle-même. C'est une espèce qui n'a jamais été étudiée. Et franchement, il n'y a pas vraiment de données
qui a été collecté ou quoi que ce soit, alors je commence de base. Alors pour vraiment commencer ma thèse, c'est vraiment d'aller envers un encadrant à l'université de Maurice. Moi j'ai choisi l'université de Maurice parce que je suis mauricienne et du coup je me suis dit moi je veux rester dans mon pays et l'espèce elle est endémique de Maurice. Et j'ai approché le docteur Vincent Florence et lui aussi il était ravi de pouvoir accueillir une autre étudiante en doctorat. Et du coup, on a bossé sur vraiment toutes les thématiques qu'on pourrait envisager pour faire une thèse. Alors, on commence de base, qui est très important pour l'écologie de l'espèce. Alors, la distribution, où elle se trouve, est-ce qu'elle se trouve vraiment uniquement dans les grottes? Et ça m'a emmené à la première thématique de ma thèse, c'est vraiment qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve dans certaines grottes et pas dans toutes les grottes. Est-ce qu'il y a un effet de la grandeur de la grotte, du microclimat? Et aussi, c'est de voir l'impact de l'urbanisation sur l'habitat. Et aussi, une troisième thématique, c'est de vraiment voir à quelle distance elles peuvent voler de leur grotte pour aller se nourrir et est-ce qu'elles ont une préférence en termes d'habitat pour se nourrir. Parce qu'il faut savoir que l'espèce, elle est insectivore. Quand on dit insectivore, forcément, c'est insecte. Alors, pour voir le type de milieu qui produit le plus d'insectes, ça, c'est une thématique à explorer aussi. Et ça a des questions encore plus pour la conservation. Et aussi, si on doit faire le urban ecology ou urban landscape, cette thématique-là, ça va aider à répondre à ces questions-là. Et aussi, il y a un dernier aspect de la thèse qui vraiment se décale un petit peu par rapport à la chauve-souris, mais tout ce qui est associé à la chauve-souris. On a vu la grotte là avec toute la pile de guano, ça grouille de vie. C'est peut-être la fuente de chauve-souris, oui, mais ça grouille de vie. Et ce guano-là, c'est le seul apport en nutriments dans une grotte. Et ça soutient tout un écosystème, tout un food web, comme on le dit. Et la question, la dernière thématique, c'est vraiment de répondre, qu'est-ce qui va disparaître si jamais la chauve-souris, elle disparaît elle aussi. Et ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont endémiques de Maurice, qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas encore été décrits, tout ça. Alors, voilà, c'est un petit peu ma thèse et c'est un petit peu comme ça qu'on a construit la thèse. Nous sommes en fin d'après-midi et il faut se dépêcher de monter le piège improvisé qu'Hashmi a caché au fond de la caverne. Je vous présente mon harpe trap, ça s'appelle harpe, voilà, comme une harpe. Ça a été fabriqué de toutes pièces, c'est conçu spécifiquement pour attraper les chauves-souris sans les blesser. Ça coûte facile 250 000. L'idée maintenant, c'est vraiment de mettre le harpe trap à l'entrée et de le stabiliser. Ça, c'est la partie qui est tricky. C'est de vraiment stabiliser ce harpe trap-là sur ce type de terrain qui est en pente. Il faut savoir que cette espèce de chauve-souris-là, elle utilise l'écolocation pour se déplacer. Alors, le fil, il est de 2 à 2,5 mm. C'est du fil de pêche, hein, et c'est espacé à 2 cm. Et ça permet que la chauve-souris ne peut pas détecter les fils. Alors, il tape dedans et puis il tombe dans un sac. On pourrait penser qu'il y a d'autres endroits pour une étudiante pour faire des recherches. Pourquoi spécifiquement des chauves-souris dans des cavernes? Alors, moi, mon parcours, je veux dire, il est un petit peu anecdotal parce que moi, avant de faire mon doctorat, je n'aimais pas les chauves-souris du tout. Je les détestais, au fait. Mais c'était par rapport à... C'était vraiment un manque de connaissances. Alors, j'ai eu l'opportunité de bosser dans une ONG qui militait pour la protection des chauves-souris. Et la première fois qu'on m'emmène, c'était ici, pour une session de catch.
C'était ma première fois dans une grotte. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais un petit peu effrayée et tout. J'étais dans l'incertitude, quoi. Mais au final, quand j'ai vu ce qui se passe, que les chercheurs font, et je suis tombée amoureuse de l'espèce, en fait. Je suis tombée amoureuse de l'espèce. C'est une espèce qu'on ne connaît pas, que même moi, je n'ai pas connue avant mon doctorat. Et à la suite, je me suis dit, je vais me renseigner sur l'espèce. Je voulais en savoir plus. Je suis allée bouquiner et bizarrement, je suis tombée sur rien en fait. Il n'y avait pas d'informations sur l'espèce, du tout. Et même sur l'habitat, c'était très sparse, quoi. Il n'y avait rien. Quand j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat, je me suis dit, voilà, j'ai saisi l'occasion. Je me suis dit, non, il faut faire quelque chose pour l'espèce. C'est vraiment un patrimoine, je dirais, pour les Mauriciens. Ça, c'est un sac qui a été fabriqué, ça a été cousu par ma tante, bien sûr. Alors, le sac, ce qu'on va faire, on va attacher aux trappes. Et les chauves-souris, c'est dedans qu'elles vont tomber. Et puis, elles ne pourront pas sortir. Pourquoi elles ne pourront pas sortir? Parce que dans le sac, vous voyez, il y a un lining de plastique, au fait. Et avec le plastique, elles ne peuvent pas grimper. Elles vont glisser. Tout est fait pour pas les blesser, parce qu'il faut savoir que dans la recherche, quand on capture les chauves-souris, on le fait le plus vite possible et on ne les dérange pas. Le tourne, ça prend quand même un peu de temps pour installer tout ça et s'assurer que ça tienne et que ce soit safe pour les chauves-souris. Et on a un œil sur la montre aussi, oui, parce que ça va bientôt sortir. Effectivement, c'est vraiment une course contre la montre, quoi. Là, on a vraiment, des fois ça prend 20 minutes et avec des fois, il faut annuler parce qu'on n'a pas pu faire le setup. C'est les réalités de la recherche, quoi. 10 chauves-souris, c'est tout ce qu'on veut. Le piège, aussi improvisé soit-il, a marché. Les mesures seront d'une grande aide. L'expérience est concluante. Et nous vous assurons qu'aucun animal n'a été blessé lors des manipulations. Moi, je me suis toujours dit, si jamais j'ai fini ma thèse, enfin quand j'aurai fini ma thèse, je le dédicacerai à mon Aptrap artisanal, quoi. Parce que ce Aptrap là, il est parfait. Ceux qui voient faire ça se posent une question, est-ce que c'est lourd, est-ce que ça mord, est-ce que c'est dangereux? Alors, pour répondre, non, c'est pas dangereux. C'est vrai que ça mord un petit peu, hein. Ça picote, mais pas vraiment, hein. C'est pas dangereux. Moi, j'ai toutes les formations pour le faire. Il faut savoir qu'un adulte, ça fait en moyenne 9 grammes, 9 à 10 grammes, quoi. Alors, on prend les précautions pour que les chauves-souris ne soient pas blessées. Et combien de temps est-ce qu'on peut les retenir? Parce qu'en fait, elles sortent pour aller chasser à manger, là. Alors, exactement. Là, c'est pas la période de reproduction. Alors, on se permet un tout petit peu de temps. Mais on laisse jamais des chauves-souris une nuit toute entière dans le trap. Le plus rapidement c'est fait, le mieux c'est. C'est peut-être la première fois que les Mauriciens vont voir une espèce de leur pays en gros plan comme ça, là. Oui, le contraire m'aurait étonné, au fait. Parce que c'est vrai que c'est une espèce qu'on ne connaît pas, au fait. Elle vit dans les grottes, elle est toute petite, elle se camoufle hyper bien dans les grottes. Et pour savoir que c'est l'une des espèces de chauves-souris les plus rapides aussi. Alors, forcément, c'est difficile de les voir. Et quand on compare cette espèce-là à la roussette, la roussette, elle est grande, ça se chamaille, ça fait beaucoup de bruit. Mais celle-là, elle est petite et
elles font pas forcément beaucoup de bruit. Mais moi, j'ai le plaisir maintenant de vraiment faire connaître cet animal emblématique, je vais dire, de Maurice. Parce que pour moi, c'est l'animal qui est vraiment le plus mystérieux de l'île Maurice. Voilà. C'est bon, alors je vais fermer ça. Vous avez compris pourquoi est-ce que j'ai fait le trap aussi grand. Ils peuvent bouger un petit peu dedans. Ils sont à l'abri, ils sont collés les uns contre les autres, alors ils ne sont pas en danger ou whatever. Alors, il faut savoir que le sac, il est inside out. C'est juste pour que les chauves-souris ne se mêlent pas dans le petit fil. Là, je peux checker si c'est un mâle ou c'est une fille. Et je peux vraiment ouvrir l'aile très gentiment comme ça, là. Ça, c'est une femelle. D'accord? Alors, femelle, c'est bon? C'est bon. Le faux arm length. Ça me donne le reading qui est 38.1 mm. 38.1 mm. Maintenant, il faut prendre le poids. Je prends mon faisceau là. Je le lâche. Ça me donne 11.0 grammes. 1,0 grammes. Et dès qu'on a fini de faire tout ça, ben, on va pas la garder très longtemps de son dîner. Et on la laisse partir et on fait comme ça. Pendant que les autres gazouillent et qu'ils s'envolent dans notre dos, on en a pris un pour la démonstration. Si tu nous le présentais. Alors, ce qu'on peut voir là, qui est flagrant, c'est vraiment l'organe reproducteur de l'animal. Là, c'est un mâle, on voit très bien. Et aussi, on voit la glande phéromone des mâles. Ça, c'est vraiment caractéristique des mâles et c'est utilisé pendant la période de reproduction pour marquer leur territoire et aussi défendre les femelles. Et aussi, ce qu'on peut voir, qui est très intéressant à l'espèce, c'est vraiment des petits parasites qu'ils ont sous la peau, sur la peau, là, entre les jambes. C'est des petits parasites, c'est des mites. Alors, ça, c'est des parasites qui sont spécifiques à la chauve-souris. Ça vient en symbiose, c'est une maladie, c'est gênant pour la chauve-souris? Alors, c'est un parasite. Hein. C'est un parasite, alors ça affecte la chauve-souris, mais ça ne l'affecte pas d'un moment que la chauve-souris va mourir. Non. Solferino. Nous récupérons une étudiante qui ce samedi va aider Hashmi à récupérer des données à Cascavel et au pied du corps de gare. On arrive où là? Alors là, on arrive à un endroit qui s'appelle Trois Cavernes. Et comme le nom l'indique, il y a 3 grottes, 3 cavernes ici. Hashmi a pu investir dans des appareils qui enregistrent les cris des chauves-souris. Inaudibles pour l'homme, ces sons révèlent des habitudes alimentaires. Elle les a installés dans des champs de canne à Cascavel. Ça fait maintenant depuis janvier cette année-ci qu'on a mis les petits audiomorphes dans différents types de milieux, à différentes distances de la grotte de Palma. Chaque samedi, on récupère les données qui sont récoltées sur la carte SD et on télécharge les données parce qu'il faut savoir que ça fait beaucoup de données. Pendant une semaine, c'est beaucoup de données qu'on récupère. Une carte vierge dans l'audiomorphe. Ce qui veut dire qu'il faudra réécouter des heures et des heures d'enregistrement? Alors, oui et non. La chauve-souris, le petit mollusque de Maurice,
elle est insectivore. Alors elle, ce qu'elle va faire, c'est elle va capturer les insectes en plein air. Et comment est-ce qu'on peut étudier ce phénomène-là? C'est grâce à l'audiomorphe. Ça nous permet de capter les autres fréquences que la chauve-souris émet quand elle capture les insectes. Avec le logiciel, ça nous permet vraiment de voir, de visionner ce que généralement nous on ne peut pas entendre. Là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment les calls, les cris de la chauve-souris. Et vous allez voir qu'à la fin, on va voir que ça nous permet de voir que la chauve-souris a vraiment capturé un insecte. Alors, on va jouer le truc. Un petit moment. Voilà. Et la dernière partie, c'est très rapproché au fait. Alors ça nous permet de vraiment savoir que la chauve-souris a vraiment capturé un insecte. Avec toutes ces données-là, ça nous donne la date, ça nous donne l'heure. Et aussi, Ekisha, avec sa thèse, elle aussi, elle regarde les paramètres environnementaux. Est-ce que ça a quelques liens ou ça affecte la densité de feeding de la chauve-souris. Ça, c'est une étude préliminaire que j'avais faite l'an dernier. Alors, j'avais mis les audiomorphes dans plusieurs types de milieux. Vous allez voir, la grotte, elle est là. C'était un petit peu éparpillé partout. La chauve-souris, on peut voir effectivement que en termes de backpasses, le fait qu'elle a passé et le fait qu'elle a mangé aussi, il y a une grande différence entre les zones urbaines et les milieux non urbains. Vous voyez là? Et ça, c'est des résultats qui sont statistiquement significatifs. En termes de landscape ecology, ça, c'est très important. Ça montre effectivement que le plus on a de zones urbaines, alors des endroits non verts, la chauve-souris, elle va éviter là. Elle ne fera pas son rôle de suppression des insectes. Grâce à les audiomorphes, ça nous permet de vraiment prioriser certains endroits comme les bordures de rivières, les zones agricoles. Et même pas pourquoi faire de l'urban ecology. C'est très possible de créer des parcs ou des milieux verts, des espaces verts dans les milieux urbains. Ça, c'est très très faisable. Tu viens d'installer un device, c'est un micro-espion, on va dire, qui va révéler un peu les habitudes alimentaires et les visites des chauves-souris. C'est quoi comme appareil? Comment ça fonctionne? Donc, il y a un microchip dedans, et on installe un SD card à l'intérieur pour qu'on lance les données. Mais tout d'abord, il faut configurer l'audiomorphe. Donc, on doit regarder l'heure que ça va commencer. On commence à 7 heures, on termine à 6 heures. Et il faut aussi choisir la fréquence que l'audiomorphe va recorder. Et aussi pour combien de temps. Ça va recorder pendant 30 secondes. Et une pause de 30 secondes, ça recommence. Donc, ça marche un peu comme ça, donc l'audiomorphe. Mais là, ce sont des fréquences que l'oreille humaine ne capte pas, en fait. Bien sûr. Au-delà de 20 000 kHz. Donc, l'espèce, je crois que c'est à 42 prox. Mais on a eu des soucis avec l'audiomorphe, on a dû mettre à 192 parce que avec kaléidoscope, ça a coupé un peu les fréquences, donc on a dû augmenter. Donc plus de données et plus lourd. Donc les SD cards, ça pose des soucis parce que on a des SD cards de 24 GB, mais des fois, pour une semaine, on a des données de 52. Donc on n'a pas tous les SD cards de 24 GB. Donc ça, c'est un grand souci. On n'a pas assez de fonds pour avoir plus de SD cards de 60 GB. Donc voilà, c'est un autre souci. Tu donnes un coup de main pour faire la pesée, la capture de chauves-souris. En quoi ça t'aide? En quoi c'est important pour tes études à toi? Donc, mes études à moi, c'est pour foraging ecology. C'est un aspect. Je suis en train de voir dans quel type d'espace cette espèce va manger, va forage, on peut dire. C'est pour aider. Je voulais bien emmener mes amis. C'est peut-être une des dernières chances que j'aurai à interacter avec l'espèce. Donc,
on veut montrer aux gens de tout coin du monde qu'est-ce qui se passe à nos espèces à Maurice quand les gens détruisent les caves, polluent les environnements. Donc c'est ça qu'on veut montrer, que ça pose un impact. Et aussi les pesticides, peut-être, on verra si ça a aussi un impact sur les animaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Très bien, tu te débrouilles. Au lieu dit Trois Caves, nous explorons ce qui était des refuges du temps de l'esclavage, des salles de fête pour bourgeois qui ont laissé de la porcelaine, ou des abris pour chauves-souris et hirondelles. Dans les années 2000, des archéologues y ont déterré quelques artefacts. Hashmi y relève la température, compare les conditions de vie. Cela pourrait être un habitat pour un éventuel transfert. L'exploration du monde des chauves-souris nous amène à découvrir le réseau de caves dans cette région de Cascavel, on va dire. Une série de caves qui sont reliées les unes aux autres, où il y a des petites traces de vie, pigeons, hirondelles et autre chose, et puis des traces de vie humaine, mais des traces de vie humaine qui remontent aussi à très longtemps. Oui, effectivement. Alors là, on se trouve à un endroit qui s'appelle Trois Cavernes. Et cette grotte-là, principalement, c'est la plus longue. Auparavant, ça a été utilisé par les esclaves marrons qui fuyaient leur maître. Alors, ils venaient s'y réfugier et il y a eu des excavations qui ont été faites par l'équipe archéologique. Et ils ont découvert des ossements de tortues géantes à l'époque parce que les esclaves marrons, ils se nourrissaient. Alors, les tortues, il y avait même des poules. On a trouvé même aussi des morceaux de porcelaine qu'à l'époque, les colons français, ils utilisaient aussi. Alors, c'est pas pour dire qu'une grotte, c'est noir et ça n'a pas d'histoire. Au contraire, c'est beaucoup d'histoire qu'il y a. Et ça nous raconte aussi un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, quoi. La journée du samedi n'est pas terminée. La petite équipe de scientifiques s'arrête aussi sur cette rive de la rivière du Rempart. Le site est idéal pour des raisons pratiques. Alors pourquoi cet arbre? Parce que, bon, elle est près de la rivière. Moi, je la trouve assez facile à grimper aussi. C'est tout simplement, c'est pour ça que j'ai choisi cet arbre. Voilà. Depuis janvier, donc, ça fait allons dire 3-4 mois qu'il y a cet appareil. Donc tu as écouté un peu les enregistrements. Est-ce que ça diffère de, par exemple, dans des champs de canne ou à fond de montagne? Qu'est-ce qu'on peut lire sur ces enregistrements? Alors oui, effectivement, il y a une différence entre les rivières et aussi dans les zones urbaines. Et quand ça commence à faire entre 18h et 20h, là quand elles vont vraiment émerger de leur grotte, là elles ont faim, elles vont venir vraiment s'alimenter dans des zones où c'est accessible et il y a plein d'insectes. Du coup, tout ce qui est rivière, tout ce qui est canne à sucre, c'est là où elles vont en premier. Elles vont manger. Et par la suite, quand il fait à peu près vers 21h et 22h, c'est un peu plus tard dans la nuit,
Là, on voit que les chauves-souris, elles s'aventurent un peu plus loin de leur grotte pour aller trouver de la nourriture, effectivement. Alors vraiment, il y a une variation entre le temps aussi. Voilà. Et dire que le résultat d'une recherche tient à la fiabilité et l'ingéniosité d'un piège à homologuer. Et l'on comprend de plus en plus l'importance de cette espèce dans la protection de la canne à sucre, par exemple. Donc, le piège à insectes, c'est pour savoir quels insectes qui est mangé. Alors c'est vraiment comme un garde-manger. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'habitat apporte en insectes que la chauve-souris peut manger. Il faut savoir que la chauve-souris, elle mange plusieurs insectes, notamment les blâtres, cancrelats, les moustiques qui prolifèrent des maladies comme chikungunya, et là on a eu la dengue. Et aussi ça mange des papillons de nuit, et ces papillons de nuit sont connus pour attaquer la canne à sucre notamment, et aussi il y a des petits insectes qui s'attaquent aux cultures de l'ekchi par exemple. Alors la petite chauve-souris insectivore, elle contrôle toutes ces bêtes-là qui sont nuisibles à l'agriculture. Il faut savoir que la chauve-souris, aux États-Unis par exemple, les chercheurs ont même mis une valeur monétaire à ce système que la chauve-souris fait. Et ça, c'est beaucoup de dollars qu'on parle, hein. C'est par trillions de dollars que la chauve-souris insectivore contribue à le secteur agricole. Mais à Maurice, c'est pareil, hein. C'est sûr que la chauve-souris, elle contribue exponentiellement au secteur agricole. Mais cependant, avec l'usage excessif des pesticides, des produits chimiques, quoi, ça nuit à la population des insectes. Et indirectement, ça nuit aussi à la chauve-souris. Alors pourquoi utiliser tant de pesticides alors que la chauve-souris, elle le fait gratuitement pour nous? Plus de chauves-souris insectivores on a à Maurice, moins d'usage de pesticides dans nos cultures. Voilà. Donc là, ton matériel, pareil, c'est improvisé. Une décharge d'eau, de la pierre, de la corde. C'est du bricolage, mais il y a aussi de la réflexion quand même. Ah bah oui, il faut être très créatif quand on fait l'écologie et la conservation à Maurice, hein. Et on fait avec les moyens. Comme je vous ai dit, on fait de la recherche énorme avec très peu de moyens à Maurice. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc là, pourquoi ce bout de tuyau et de la pierre là, en fait, c'est du ballast? Alors, le tuyau, ça va servir à récolter les insectes qui vont tomber dans le piège. Alors c'est ça qui va tenir. Avec un peu de chance, j'espère qu'on aura des insectes. Ouais. On va le tester aujourd'hui. C'est la première fois qu'on va le tester. Alors, quelque part, la peur de l'échec, ça motive aussi un peu la scientifique? Alors, il faut dire que dans la science, l'échec, ça fait partie, hein. C'est une partie intégrale. Si on a échoué, c'est un résultat, hein. On improvise, on apprend de ces erreurs-là et puis on continue. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs avec beaucoup de mes pièges, mais ça m'a motivée à continuer d'améliorer le design, d'en refaire, tout ça. Et à la fin, c'est un avantage, en fait. Moi, je dis que l'échec, c'est très avantageux. Voilà. Restez avec nous, la barre de recherche reprend dans quelques instants. Vincent Florenz, professeur agrégé en écologie à l'Université de Maurice. Il supervise les travaux de la jeune passionnée.
et l'accompagne souvent. Ce matin-là, nous allons visiter Cantorel par dessous. Déjà, une première observation sur la flore. Il y a quelques autres éléments là, de forêt indigène. Un figuier étrangleur qui est là. Et les figuiers donnent des fruits à longueur de l'année, de janvier à décembre. Alors ça c'est un fruit du figuier indigène, le figuier étrangleur. C'est le Ficus reflexa. C'est une espèce indigène, hein. Ça peut pousser par exemple à l'île aux aigrettes dans les régions très sèches, les régions côtières, mais aussi dans les cheminées, les vieilles cheminées de sucrerie. C'est ce figuier-là qu'on trouve. Et aussi ici, il est sur un arbre, il est un figuier étrangleur, donc il pousse, il germe sur l'arbre, dans une petite poche d'humus, et puis il jette ses racines et finalement il entoure l'arbre. C'est une espèce très importante pour les chauves-souris parce que ça produit des fruits comme ça tout au long de l'année. Donc la chauve-souris a de quoi manger de janvier à décembre. S'il n'y avait pas de figuier, ils auraient eu du mal à trouver des fruits par certaines saisons. Alors une question, c'est quand même assez exceptionnel peut-être de trouver des petites poches comme ça d'arbres indigènes ici. Oui, c'est exceptionnel dans le sens que c'est un milieu, parce que c'est très rocailleux, ça n'a pas été défriché, cultivé, parce que ce n'est pas utile à l'agriculture, ou peu utile à l'agriculture, donc ça a été, on ne l'a pas coupé. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs arbres qui sont d'origine, hein, ce ne sont pas des plantes qui ont germé récemment, ce sont des plantes qui sont d'origine de la forêt qu'il y avait avant ici. Une serre tout juste à l'entrée de la cave. Hachmi vient tous les 2 mois. Elle fait un suivi sur l'état de la caverne. Les constructions, le poids des véhicules impactent sur les conditions qui règnent par 5 mètres de profondeur. Bon, ça c'est la grotte la plus longue de Maurice. Elle fait environ un peu plus que 1 km de long. Elle s'étale en dessus du village de Cantorel. Et les formations qu'on voit là, franchement, moi je les ai vues nulle part ailleurs. C'est une grotte qui est unique. C'est des formations qui prennent des tonnes et des tonnes d'années. Il y a une petite colonie de chauves-souris, de petits molosses dans la grotte. Et moi, chaque 1 mois ou 2 mois, ce que je viens faire, c'est vraiment, je monitore la population. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que la population grossit ou il y a eu un débalancement de la population, ou bien il y a un tunnel qui s'est effondré ou quoi? Parce qu'il faut dire que il y a des véhicules qui passent au-dessus de nos têtes, il y a des maisons qui sont au-dessus de nos têtes, il y a des constructions. Alors je viens et je fais un état des lieux aussi. Est-ce que la colonie est importante ici? Alors oui et non, ça dépend des saisons. C'est pour ça que je viens assez souvent, je viens checker si la colonie elle est là ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Alors quand c'est une petite colonie comme ça là, c'est facile à compter individuellement. 1, 2, 3, on peut les distinguer.
Mais quand il y en a vraiment beaucoup, une centaine ou des milliers, ce que je fais, j'utilise mon appareil photo et ça me permet de photographier et grâce à un logiciel, je peux pinpoint chaque chauve-souris et bon, ça a une marge d'erreur, mais c'est vraiment faire une estimation de la population. Et autant vous le dire, il ne sent pas bon du tout là où nous devons passer. Encore 10 minutes. Pour ça que finit les yeux. Ça craint ça. Pourquoi pas prendre les yeux? Non. Ça se lave ça. Là, quand on va descendre, il faudra faire très attention à là où on met les pieds. Parce que vous allez voir le petit fleuve là, la masse noire, c'est pas vraiment un fleuve. Je vous laisse deviner c'est quoi en fait. Alors on a fait un peu de squat avant d'accéder jusqu'ici là. Ce sont les conditions pour ce genre d'aventure. Tu es taillé pour en fait. Bah oui, je suis taillée pour, je suis petite, je suis courte, je me faufile partout. Moi je suis dans mon élément là. Ashmi, on a entendu un bruit de chasse ou de douche. On est vraiment pas haut, il y a des gens qui habitent là-haut. Bah oui, effectivement. Il y a des gens qui sont en haut et moi je suis en bas. Malheureusement, c'est des conditions dans lesquelles je fais ma recherche. Tout ce qui est jeté dans cette caverne, est-ce que c'est un incident sur le mode de vie, sur l'alimentation des oiseaux, des chauves-souris Oui, ou d'autres animaux Voilà, pourquoi pas, parce que c'est un apport en matière fécale. Quand on dit matière fécale, c'est tout ce qui est staphylococcus, tout ça. Ça nuit peut-être à la santé des chauves-souris. Avec tout cet effluent qui se déverse dans les grottes, ça change un petit peu le microclimat de la grotte en elle-même, ce qui se peut faire qu'à long terme, la grotte elle est plus habitable pour la chauve-souris. Là c'est... l'odeur va tout dire. C'est la bouche d'égout des toilettes. Et voilà, ça sent pas très bien et c'est plein de bactéries et tout. Mais moi, je trouverais pas la chauve-souris qui va continuer à habiter dans cette grotte très longtemps. Si ça continue comme ça. Ça sent pas parce que des fois, ça sent très bon le shampoing aussi. Des fois, la personne se douche avec un shampoing vanillé. Des fois, c'est fruité et ça me donne un peu de peur. 5 mois d'études pour Gregory Middleton et son assistant Hugh Archler en 1998. 5 mois pour répertorier 133 caves et arpenter 16,5 km sous terre. Des 114 caves visitées, 19 ont été détruites en partie ou complètement, ce qui représente une perte de 1212 mètres. 11 caves n'ont pu être trouvées. Allez savoir ce qui était préservé comme faune et flore. Ashmi a quelques appréhensions. Combien de temps la caverne résistera-t-elle? Bon, alors là où on est, l'an dernier, c'était très ouvert. Alors, quand ça a été construit en haut, malheureusement, ils n'ont pas tenu compte que tout s'effondre dans la grotte. Et là, le passage est vraiment étroit. Pas juste pour moi, mais aussi pour les chauves-souris. Alors, quand je viens là, je vois ça, je me dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la mauvaise grotte ou quoi ? J'ai mal pris le chemin, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me disais que c'est vrai qu'il n'y avait pas... C'était difficile d'accès maintenant. Et c'est vraiment en se faufilant et avec un peu de patience qu'on arrive maintenant à parcourir un petit peu plus la grotte. Mais à long terme, moi je trouve que ça va se fermer complètement. Et malheureusement, ça coupera aussi l'accès à d'autres parties de la grotte.
Bon, là, ce qu'on va faire, c'est on va aller vérifier si la colonie de chauves-souris, elle est là ou pas. Cette authentique d'été, vous êtes dit ça chaleur corporelle là. Bon, là ce qu'on voit, c'est vraiment c'est les formations de lave qu'il y a dans les grottes. Et là, c'est vraiment unique à Cantorel. Hein. On va pas voir ça dans toutes les grottes. Et on peut même voir des petits ossements de chauve-souris. Voilà. Oh look, the weird fungus. Alors, comme on peut le voir là, c'est une espèce de champignon qui vit dans les grottes. C'est de la vie hein, qu'il y a dans les grottes, comme on peut le voir. Et l'espèce n'a jamais été décrite pour l'île Maurice. Alors, il y a beaucoup de recherches qui peuvent être faites aussi. Voilà. One that I've seen so far. But oh yes, you missed. Vous gagnez un peu de tracas quand votre fille allait comme ça là-bas? J'ai gagné grand tracas, gagné extrêmement, les gars battent fort, mais seulement à la fin, je trouvais quelque chose qu'il peut apprendre. Moi aussi, je peux apprendre ensemble avec lui. Et quelque chose qui m'a pas connaît, moi je connais. Et il est enrichissant, vraiment quelque chose d'intéressant. Vous-tu claustrophobe avant ou bien ça a été assez facile? Oui, moi je suis claustrophobe, mais quand il s'agissait dans la cave, moi je fais un peu peur. Mais depuis que moi je viens avec lui, mais je suis plus claustrophobe. Tout finit à aller et je suis bien content. Et comme maman, je l'accompagne, mais je suis bien content que moi aussi je suis sorti gagnant là-dedans. Et me soulager quand je reste ensemble avec lui. Moi aide lui un petit peu du mieux que possible pour mon cave. Pendant qu'Ashmi observe les molosses, son tuteur, lui, examine avec attention le sol et les interstices. Vincent, qu'est-ce qu'on découvre aussi dans ce genre d'environnement? Dans ces grottes-là, il y a quand même autre chose que les chauves-souris, les hirondelles. On a aussi, par exemple, ici un ver. Un petit ver de terre, c'est pas surprenant, on est sous terre, hein, c'est son domaine, on est chez lui. Donc, et puis on a par exemple là, vous allez voir deux coquilles d'escargots, c'est deux espèces différentes, deux espèces carnivores, endémiques de Maurice, le Gonospara palanga, le Gonospara modiola. Donc les deux espèces existent encore à Maurice dans certaines zones de forêt humide, celle-là elle est très rare, celle-là moins. Mais si on regarde ici, là c'est beaucoup plus ancien. C'est une coquille d'un escargot éteint. Tropheura carinata, donc qui est éteint et endémique à Maurice. Vous avez un spécimen ici. Donc on sait que ce milieu ici, si un jour on restaurait l'entrée de la grotte par exemple, on sait que ces espèces pourront survivre bien ici. Et aussi, ça nous donne un peu une meilleure idée de comment on a détruit l'environnement, comment on a détruit la biodiversité. C'est pas souvent on voit ces espèces, certaines espèces en tout cas, sont connues que d'un ou deux sites vivants, mais en réalité, ces espèces-là étaient beaucoup plus répandues avant. C'est grâce à des grottes comme ça qu'on arrive à découvrir qu'il y a des coquilles qui ont échappé à la destruction. Et donc on sait que l'espèce a existé ici, donc on sait par conséquent qu'il y a une contraction de la destruction de l'espèce très conséquente. Alors, ce qui fait office de ruisseau, en fait, c'est là où ruisselle tout ce qui sort de la surface des égouts, on va dire. Un peu, oui. Et dedans, il y a quand même une faune intéressante. Toute vie a besoin de
de matière organique pour survivre, donc une productivité. Là, la productivité commence généralement par la photosynthèse des plantes, etc. Ici, on est dans le noir complet. Donc cet écosystème, ces espèces arrivent à survivre que parce qu'il y a un apport du dehors dans la grotte, un apport de carbone, de matière organique, d'une part, mais aussi le petit ruisseau, peut-être ça entraîne justement la matière en décomposition que ces espèces-là, dont ces espèces ont besoin, grâce à cet apport de nutriments qui vient d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la production alloctone, ça vient du dehors. C'est pareil que pour les chauves-souris, ils apportent donc du guano, et donc c'est le départ d'une chaîne alimentaire. Il y a des araignées, il y a des crocodiles, vous avez dû voir, il y a des colamboles, il y a plein de petits d'espèces vivantes ici. Par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé aussi une araignée sur ces roches, justement, et ils sont hydrophobiques, donc ils ne vont pas couler. Et voilà, tout ça, c'est des petits des invertébrés, les colamboles. La plaine des Roches. 22 caves recensées en 1998, d'une longueur totale de 3520 mètres. La plus spectaculaire, Twilight. Et elle n'est pas facile d'accès. Ouais, ça sent vraiment la chauve-souris là. Je reconnais l'odeur, ouais. Elle était vraiment difficile à trouver cette chose. Vraiment difficile. Ah ouais? Bah, il n'y a aucune indication, rien. C'est vraiment avec les oiseaux. Il n'y a personne à demander ici. Vous savez, il y a une grotte ici. Oui, on est à Plaine des Roches. Il y a plein de grottes partout. Les molosses ont adopté cette cave. Leur population est évaluée entre 10 000 et 100 000 spécimens. Pourquoi persiste-t-il à y rester? Ashmi s'interroge. Grotte-là était... Ce qui est spécial avec cette grotte-là, il y a une fente. Ou la neige. On va trouver là, tout ça. C'est ça, c'est spécial. Je souris un peu loin, ça vous va? Je souris un peu loin, ça. Ça, c'est Twilight. Twilight, elle est connue à cause de reflets qui... Ouais. À certains endroits, le site a même été transformé en dépotoir. On y allume des feux, de quoi perturber les molosses. La plaine des Roches. 22 caves recensées en 1998, d'une longueur totale de 3520 mètres. La plus spectaculaire, Twilight. Et elle n'est pas facile d'accès.
Ashmi, c'est l'une des 142 grottes, on va dire, du pays. C'est peut-être la plus spectaculaire et l'une des plus importantes, tout au moins au nord, c'est ça? Oui, effectivement, Twilight, elle s'appelle comme ça, la grotte. Ce qui fait sa spécialité, c'est vraiment le fait qu'elle est très belle, très jolie, mais aussi c'est l'une des plus grandes colonies de petits mollusques de Maurice au monde, je dirais, parce que l'espèce elle est endémique. Voilà. Et surtout pour le nord, cette région de l'île, c'est une population qui est très 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 importante. C'est une colonie de maternité, alors ce qui veut dire que les femelles y viennent et elles donnent naissance aux petits. Alors très grande colonie très importante et grotte aussi très jolie. Mais malheureusement, comme on l'a pu l'apercevoir, il y a quelques petits perturbations, voilà. Et malheureusement, c'est une perturbation qui est anthropogène. Et on va le voir un petit peu en amont, ce qui se passe dans cette grotte, malheureusement. Il y a des perturbations humaines, on a vu des déchets ici et là. C'est pas le même décor qu'à Palma ou à Cantorel. La température elle est différente, ça n'affecte pas le comportement des chauves-souris? Ce qui veut dire que, en gros, je dirais non, vu que elles seront encore là. Ça ne veut pas dire que un jour elles vont pas abandonner la grotte. Au contraire, là elles persistent, qui est très bien. Même s'il y a des perturbations, elles y restent dans cette grotte. Mais vous allez voir aussi en termes de perturbations, ici on a des feux qui sont allumés dans la grotte à l'intérieur, et ces feux-là, ça peut décimer la plus grande population au monde du petit mollusque de Maurice. Voilà. Madeleine, tu découvres, tu suis, tu donnes un coup de main, tu observes, tu étudies aussi. D'abord un ressenti quand tu vois ce qui se cache sous terre. C'est magnifique. Ashmi, elle dit tout le temps, moi je n'emmène pas des gens, ça ne va pas les intéresser. Elle a toujours un peu peur, elle dit c'est un peu dégueulasse, mais moi je trouve ça incroyable. Moi j'adore et je suis trop contente. À la base, je n'étais pas du tout censée faire ce sujet-là de stage. Et quand j'ai rencontré Ashmi et qu'elle m'a un peu présenté ce qu'elle faisait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Et là on est un peu explorateur, spéléologue, voilà, biologiste. Ça me change de mon quotidien en Belgique. Vraiment, c'était une opportunité assez folle de pouvoir faire un stage comme ça avec Ashmi et sur une île aussi qui a des espèces endémiques en voie de disparition sur un endroit de la planète qui est un hotspot de biodiversité en fait. C'est assez exceptionnel de pouvoir travailler là-dessus et je suis très contente. On se dit que c'est une île, donc on se doute bien que c'est un hotspot de biodiversité, donc il y a une très forte richesse de biodiversité, mais qui a aussi un très fort impact anthropique avec l'activité humaine. Ça, je m'en doutais un peu, mais à ce point-là, et je ne pouvais pas le savoir avant de venir. Et des grottes comme ça, je ne me doutais pas du tout que j'allais travailler dans des grottes et que j'allais travailler sur des chauves-souris. C'est vraiment une découverte totale. Cette espèce a pour des raisons spécifiques choisi d'élire domicile dans des tubes de lave, plus précisément dans 17 des 142 caves de l'île, là où malheureusement la biodiversité, faune et flore est sérieusement menacée. Les molosses et les grottes qu'elles infestent sont loin d'avoir livré leurs secrets. On sait cependant que l'espèce est vulnérable à la dégradation de son habitat. Il n'y a de plus pas de protection légale, du moins pas encore. L'urbanisation, la pollution et la négligence sont des dangers. Ne nous leurrons pas, il y a même risque d'extinction de l'espèce. Les scientifiques ont déjà tiré le signal d'alarme.